Dans les ombres d'un village oublié au cœur des collines brumeuses, où les vents murmuraient des secrets anciens, vivait une femme nommée Elara. Elle n'était pas comme les autres. Ses cheveux noirs cascadaient comme une rivière nocturne. Ses yeux verts percèrent les âmes avec une douceur qui dérangeait. Elara habitait une petite maison en pierre au bord de la forêt, où elle cueillait des herbes pour soigner les maux des villageois. On la disait guérisseuse, mais certains murmuraient sorcière. Elle vivait seule depuis la mort de son mari, emportée par une fièvre que personne n'avait pu vaincre. Les gens venaient la voir en cachette pour un remède contre la toux ou un baume pour les brûlures, mais en public, ils baissaient les yeux, comme si son regard pouvait les maudire. Le village s'appelait Thornwood, un nom qui évoquait les épines qui protégeaient les roses, mais ici, les épines blessaient sans fleurir. Les habitants étaient unis par une peur ancestrale, celle des ombres qui rampèrent la nuit, des récoltes maigres et des maladies qui frappaient sans avertissement. Le maire, un homme bedonnant nommé Arlan, régnait avec une bible usée et un marteau de justice improvisé. La boulangère, Madame Greer, colportait les ragots comme du pain frais. Le forgeron, un géant taciturne, forgeait des outils, mais aussi des suspicions. Et puis il y avait les enfants, qui chantaient des comptines sur les sorcières, sans savoir qu'ils semaient les graines de la haine. Tout commença par une nuit d'orage. Les éclairs zébraient le ciel comme des veines en feu, et le tonnerre grondait comme un avertissement divin. Au matin, on trouva le corps du jeune apprenti du forgeron, étendu près de la rivière, les yeux grands ouverts, un filet de sang séché aux lèvres. On murmura empoisonnement. Pas de blessure visible, juste une pâleur mortelle et une odeur étrange, comme celle des herbes sauvages. Le forgeron hurla sa douleur, et le village entier se rassembla sur la place centrale, où une vieille fontaine crachotait une eau trouble. « Qui a fait ça ?» cria Arlan, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Les regards se tournèrent vers la forêt, vers la maison d'Elara. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu cueillir des plantes près de la rivière la veille. Parce que l'apprenti avait été vu chez elle, demandant un remède pour un mal de tête. Parce que la peur cherchait un visage, et le sien était différent. Madame Greer fut la première à pointer du doigt. « Elle l'a ensorcelé ! J'ai vu ses potions bouillonner comme du venin !» Les murmures enflèrent en accusation. « Sorcière ! Meurtrière !» Les enfants, imitant les adultes, lancèrent des pierres vers la forêt. Elara ne sut rien de tout cela jusqu'à ce que la foule vienne frapper à sa porte. Elle ouvrit, son tablier taché de terre, un panier d'herbes à la main. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix calme, mais ses yeux verts trahissaient une lueur d'inquiétude. Arlan s'avança, flanqué du forgeron et d'une dizaine d'hommes armés de fourches. « Tu es accusé du meurtre de Thomas, l'apprenti. Tes herbes l'ont tué. » Elara recula, le cœur battant. « Mais je lui ai donné un thé pour soulager sa migraine. C'était de la menthe et du saule, rien de plus. » Les rires moqueurs fusèrent. « Du saule ? C'est du poison pour les âmes faibles !» cria quelqu'un. On l'empoigna, on la traîna sur la place, où un bûcher improvisé attendait déjà. Le procès fut une farce. Pas de juge impartial, juste le village entier, assis sur des bancs de fortune, les visages durcis par la certitude. Arlan présidait, Bible en main. La Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». Les témoignages s'enchaînèrent comme une litanie de mensonges. Madame Greer jura avoir vu Elara danser nue sous la lune, invoquant des esprits. Le forgeron affirma que Thomas avait murmuré son nom avant de mourir. Une jeune fille, tremblante, raconta que ses poules avaient pondu des œufs noirs après qu'Elara ait traversé son champ. Personne ne demanda de preuves. La foule hurlait à chaque accusation, comme si la vérité se mesurait au volume des voix. Elara, ligotée à un poteau au centre de la place, tenta de se défendre. « Je n'ai rien fait. Thomas est venu me voir parce qu'il souffrait. J'ai essayé de l'aider, comme je l'ai fait pour tant d'entre vous. » Elle regarda les visages familiers, la vieille veuve qu'elle avait soignée d'une toux chronique, l'enfant qu'elle avait guéri d'une fièvre, le fermier dont la vache avait été sauvée par ses onguents. Mais leurs yeux étaient froids, voilés par la peur collective. « Menteuse !» cria la veuve. « Sorcière !
hurla l'enfant. Le fermier baissa la tête, murmurant une prière. Pourquoi cette injustice? Parce que la peur est contagieuse. Dans Thornwood, la solitude d'Elara la rendait suspecte. Elle n'allait pas à l'église tous les dimanches, préférant la forêt aux prières collectives. Elle lisait des livres anciens, hérités de sa mère, parlant de plantes et de étoiles. Elle n'avait pas d'enfants, pas de famille pour la défendre. Le village, uni dans sa médiocrité, voyait en elle un miroir de ses propres faiblesses. Accuser Elara, c'était exorciser leur peur, la maladie, la mort, l'inconnu. C'était une injustice collective, où chaque individu se déresponsabilisait dans la masse. Tout le monde le dit, donc c'est vrai, pensait-il. La nuit tomba sur le village comme un linceau. Elara fut enfermée dans une cave humide sous la maison du maire, attendant son sort. Les villageois rentrèrent chez eux, satisfaits d'avoir trouvé un bouc émissaire. Mais dans l'ombre, un doute germa chez certains. Le jeune herboriste du village voisin, un ami d'Elara, apprit la nouvelle par un messager. Il chevaucha toute la nuit, arrivant à l'aube avec un sac de preuves. « Attendez !» cria-t-il sur la place, où la foule se rassemblait pour le bûcher. « Thomas n'a pas été empoisonné par des herbes, j'ai examiné son corps. C'était une morsure de serpent, cachée sous ses vêtements. Le venin a agi lentement, mimant un empoisonnement. » Le silence s'abattit comme une lame. Arlan blêmit. « Mensonge! Qui es-tu pour contredire la volonté divine ?» Mais l'herboriste sortit un flacon de venin expliquant les symptômes, la pâleur, l'odeur âcre, le sang aux lèvres. Il montra la marque sur la jambe de Thomas que personne n'avait vérifiée dans la hâte. Les murmures reprirent, mais cette fois, teintés de honte. Madame Greer baissa les yeux. Le forgeron serra les poings, réalisant qu'il avait accusé sans preuve. La veuve pleura, se rappelant les bontés d'Elara. On libéra Elara, mais le mal était fait. Ses yeux verts, autrefois doux, étaient maintenant hantés. Elle quitta le village sans un mot, emportant ses herbes et ses livres. Thornwood resta marqué par cette tâche. Les récoltes pourrirent, cette année-là, comme si la terre elle-même punissait l'injustice. Les villageois se regardaient en chiens de faïence, se demandant qui serait le prochain accusé. Arlan perdit son autorité, murmurant des prières solitaires. Madame Greer ferma sa boulangerie, hantée par ses propres mensonges. Des années plus tard, on racontait l'histoire d'Elara autour des feux, non comme une sorcière, mais comme une victime. La femme que tout le monde accusait était la seule innocente. Cette phrase devint un avertissement contre la foule enragée, contre l'injustice collective qui transforme les voisins en bourreaux. Dans les débats des tavernes, on se demandait « Qu'est-ce qui pousse une communauté à se retourner contre l'un des siens? La peur, l'envie, ou simplement le confort de la conformité ?» Thornwood apprit que la vraie sorcellerie réside dans les cœurs humains, quand ils s'unissent pour détruire plutôt que pour guérir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elara, exilée, trouva refuge dans une ville lointaine, où elle devint une guérisseuse respectée. Elle écrivit un livre sur les herbes, dédicaçant chaque page à ceux qui l'avaient trahi, non par vengeance, mais par pardon. « Que la vérité fleurisse là où la peur a semé des épines », écrivait-elle. De retour à Thornwood, les enfants apprirent une nouvelle comptine. « Accuse pas sans voir, ou la honte te dévorera. » Le village changea, lentement. On érigea une statue près de la fontaine, non pour Elara, mais pour rappeler l'erreur. Une femme anonyme, les mains tendues, symbolisant l'innocence bafouée. Pourtant, l'injustice collective persiste dans le monde. Dans d'autres villages, d'autres Elara attendent leur tour. Des femmes accusées de crimes qu'elles n'ont pas commis, par des foules virtuelles ou réelles. Sur les places numériques, où les doigts tapent des accusations sans preuve, où les likes mesurent la culpabilité. Dans les tribunaux populaires, où la rumeur l'emporte sur les faits. L'angle de l'injustice collective invite au débat. Sommes-nous tous coupables quand la masse accuse? La démocratie est-elle une foule enragée ou une quête de vérité? Et si demain c'était vous, l'accusé innocent? Réfléchissons. Dans l'histoire d'Elara, chaque villageois avait une raison personnelle. La boulangère jalouse de sa beauté, le forgeron aveuglé par le deuil, le maire assoiffé de pouvoir. Mais ensemble, ils formaient un monstre invincible. C'est la dynamique de groupe qui amplifie la haine, où l'individu se cache derrière le « nous ».
Les psychologues appellent cela la diffusion de responsabilité. Si tout le monde le fait, ce n'est pas ma faute. Dans les débats, on peut questionner comment briser ce cycle, par l'éducation, par des lois contre les fausses accusations, ou par le courage individuel, comme celui de l'herboriste qui osa défier la foule. Imaginez un monde où l'injustice collective est exposée. Des documentaires sur des affaires réelles, comme celle de Salem, où des femmes furent pendues pour sorcellerie. Ou plus moderne, des scandales médiatiques, où une personne est lynchée en ligne avant tout procès. Et Lara représente toutes ces victimes, les innocents condamnés par l'opinion publique. Son histoire provoque des commentaires passionnés. « C'est la société qui est coupable !» dit l'un. « Non, c'est l'individu qui doit résister !» rétorque l'autre. Des débats enflammés sur la justice, la morale, la psychologie des masses. Pour approfondir, pensons à la philosophie. Aristote parlait de la tyrannie de la majorité. Dans La République de Platon, la caverne des ombres symbolise les illusions collectives. Et Lara vivait hors de la caverne, voyant la vérité des herbes et des étoiles, tandis que le village se contentait des ombres projetées par la peur. Débattre cela. Est-ce que la vérité émerge de la foule ou de l'individu isolé? Dans les forums, on pourrait argumenter pour des systèmes où les accusations nécessitent des preuves irréfutables, où l'anonymat des accusateurs est levé. Mais revenons à Elara. Dans sa nouvelle vie, elle forma des apprentis, enseignant non seulement les herbes, mais aussi la compassion. « Ne jugez pas sur les apparences, » disait-elle. « La foule est aveugle, mais le cœur voit clair. » Un jour, un messager de Thornwood vint la trouver, portant une lettre du forgeron. « Pardonnez-nous, » écrivait-il, « votre innocence nous hante. » Elara sourit, brûla la lettre et continua son œuvre. Le pardon n'efface pas l'injustice, mais il guérit l'âme.